Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Avec nous ce soir, Stéphane Maillot, artiste, auteur et humoriste. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Aurélie. Alors artiste, auteur, humoriste, finalement, c'est auteur et humoriste, c'est être artiste aussi. Oui, enfin, on peut toujours élucubrer sur la notion d'artiste, mais oui, c'est des choses en tout cas qui sont de la création, oui, dans l'humour. Donc vous êtes à la fois musicien. Donc on a pu vous écouter aux côtés de Baïs Pinto, Chico et les Gypsies, Sheila et la comédie musicale Piaf, je t'aime, parmi toutes... Commence à dater, mais oui. Vous êtes également auteur, compositeur, interprète, donc sur des spectacles, Oui mais pas trop, et Jamais vu à la radio. Oui. Pareil, qui commencent à dater. Il va falloir faire quelque chose, Stéphane. Le seul en scène est en cours. Il prend un peu de retard, mais pour 2020, je devrais présenter de l'acide sur de velours. L'occasion de vous recevoir une nouvelle fois. Ah, avec grand plaisir. Et donc voilà, le spectacle également, toujours jamais vu à la télé. Oui. Et en 2015, vous commencez à éditer quelques livres, avec notamment le début de la série Humour Noir. Oui. Donc on a le premier volet qui s'appelle Humour Noir et Bal à Blanc. Oui, jusqu'à là c'est bien. Est-ce qu'on sait déjà qu'il y aura un second volet ? Je sais pas, je m'essaye à l'écriture, c'est des choses qui étaient en gestation depuis un certain temps, donc quand j'ai commencé, je ne fermais pas la porte à une suite, mais j'étais encore à la fin sur les dernières représentations de mon dernier spectacle, je savais pas trop, non. Mais après, disons que le petit succès d'estime qui a remporté le premier m'a poussé à faire le 2. Donc, il est sorti en 2017 avec Humour Noir et Bal à Blanc d'œuf. 2. Humour Noir. On prononce E2 quand c'est des œufs. Des œufs, on dit 2. Et j'avais rajouté 2 après, c'était pour des gens comme vous. Voilà. Des fois, il faut il faut des petits moyens. Mnémotechnique. Voilà. Et en 2018, Humour Noir à boulet rouge. Oui, là, je commençais à me lâcher un petit peu plus. C'est-à-dire que j'étais bien à l'aise sur les deux premiers qui étaient un petit peu plus contenus, dirons-nous, même si j'ai un humour assez décapant, mais assez décalé, cynique, d'où le côté un peu humour noir. Mais c'est vrai que dans le 3, je commence à pousser un peu les barrières, à pousser un peu les meubles pour me dire que je m'étais peut-être interdit des choses que je pouvais m'autoriser avec l'expérience. Donc on a une belle trilogie et en 2019, on a le 4e volet de la trilogie qui vient de sortir. Bah oui, une trilogie en 3 volumes, c'est d'un banal. Donc il m'est venu l'idée de faire une trilogie en 4 volumes, comme les 3 mousquetaires. Bien sûr. Qui étaient 4. Athos, Porthos, Aramis et... D'Artagnan. Oh, bravo. Voilà. Donc j'ai fait une trilogie en 4 volumes que je me suis permis de publier à titre posthume de mon vivant, n'ayant pas d'héritier. Cela me permet de toucher le pognon tout de suite. Vous avez bien raison. Voilà. Qui sont vos auteurs de référence ? Mes références en humour, évidemment, mon maître absolu, c'est Pierre Desproges, évidemment, qui pour moi est le plus grand, en tout cas celui qui me fait moi le plus rire et qui me parle le plus. Après, évidemment, il y a les Coluche, on a des gens comme Charb, malheureusement, trop disparus. On a aussi, après en musique, des gens comme Bobby Lapointe, Raymond DeVos pour l'humour, pour le côté absurde des choses. Et puis Michel Audiard pour les dialogues de films aussi. Ça, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et tout ça, on ressent bien vos influences dans cette trilogie et dans vos autres œuvres aussi. Je vous laisse libre de vos propos. Que j'assume totalement. Donc dans cet ouvrage, vous traitez longuement du bon usage de la langue française. Oui. De nos jours, est-ce que c'est nécessaire ? Beaucoup de lesbiennes vous diront que l'usage de la langue, c'est quand même quelque chose de prépondérant. Mais non, pour être un peu plus sérieux, oui, je trouve que la langue évolue. Elle évolue, effectivement, elle a toujours évolué, mais le côté appauvrissement de la langue me gêne un petit peu. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, et donc, évidemment, je caricature la chose, le constat que j'en ai fait, mais ça reste pour moi un petit militantisme, ouais. Donc je dénonce quelques petites choses, toujours de manière légère et caricaturale, bien évidemment. Donc on y retrouve des anecdotes
assez truculente avec notamment, voilà, on retrouve votre ami antipodiste. Ah oui, c'est une histoire vraie que j'ai un petit peu romancée évidemment, mais j'ai à une époque travaillé en tant que musicien avec des circassiens, donc des gens du cirque, et j'avais un ami qui était effectivement nain, noir, et qui faisait de l'antipodie, c'est-à-dire qui marchait sur les mains, des acrobates, et qui malheureusement a eu un accident de voiture et s'est fait amputer les 2 jambes. Alors déjà qu'il n'était pas très grand, donc c'était un ami vraiment très proche avec qui nous rions beaucoup, notamment de son handicap, et comme c'est un sujet un peu sensible, je me suis dit qu'on pouvait peut-être aborder le sujet de manière un peu décalée, notamment quand tous les deux on se promenait dans Paris à la recherche du passage pour piétons, et non pas pour piétons, à ne pas confondre avec un massage pour piétons, c'est une contrepétrie, mais le passage pour piétons, et on demandait aux gens, notamment aux gens de la force publique, où était le plus proche passage pour piétons, et lui il le disait évidemment à la tête en bas. Je vous laisse imaginer la scène, et je la décris, je pense, avec humour dans ce livre. Vous revisitez également le rôle de l'histoire et de la mémoire collective. Oui, vous faites allusion à la petite chronique sur laquelle je parle de l'avènement au pouvoir d'un certain monarque, d'un homme providentiel dont l'histoire s'amuse à faire surgir, l'histoire s'amuse à faire surgir pour résoudre des problèmes qui ne se posaient pas avant lui. On est en plein dedans. Oui. Et ce qui m'interpelle surtout, c'est d'avoir lu un jour un article comme quoi la mémoire collective, au niveau médiatique, de nos jours, comme tout va très vite, c'est 6 mois. Donc ça veut dire que les gens ne savent même plus pour qui ils ont voté il y a... donc maintenant presque 2 ans à peine, et c'est bien de s'en souvenir, puis c'est bien de voir aussi ce qu'il y avait avant, puis ce qu'il y a eu juste avant la mémoire collective des 6 derniers mois. J'ai clôturé l'écriture de ce livre juste avant certains mouvements un petit peu populaires, pour essayer de dire ça sans les citer. Volontairement, j'ai pas repris quand ça a commencé, alors que mon livre n'était pas encore sorti. J'ai pas voulu faire d'annexe parce que je pense que ça me servira pour peut-être un 5e volume ou une suite. Vous, justement, pour parler de cette société qui va aussi de plus en plus vite, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on perd un petit peu cette mémoire collective. Vous parlez donc de la société de consommation. Ah oui, et des dictats de la mode. Par exemple. Notamment pour vous, mesdames. Oui, vous faites référence à la chronique qui s'appelle Sirène ou baleine. Effectivement, aujourd'hui, je préfère être un homme qu'une femme par rapport aux dictates, notamment des apparences physiques, des apparences... et je suis même un peu surpris d'ailleurs que les mouvements féministes, très, très à la manœuvre en ce moment depuis quelque temps, ne soient pas plus véhéments sur par exemple, sur l'image de la femme qui est véhiculée dans les publicités, notamment dans les publicités pour les voitures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont de belles potiches habillées en femmes de petite vertu, sont très court-vêtues, très minces, très, très dans ce qui devrait être le goût des hommes, mais qui ne l'est pas forcément. Et par contre, ça réduit l'homme, d'ailleurs, au rôle d'un gros bourrin qui conduit une grosse voiture de sport. Et c'est assez insupportable aussi. Mais je dénonce un peu tout ça parce que je pense que c'est lamentable. Et on y parle aussi de religion. Ah, sujet sensible s'il en est. Oui, j'ai une petite... D'ailleurs, si vous avez lu le livre, ce dont je ne doute pas. 2 fois. 2 fois, c'est dire si c'est compliqué. Oui, j'ai besoin de temps. Oui, c'est normal, vous êtes une femme. Donc, j'ai fait une preuve par l'exemple, par l'image. Donc, effectivement, je montre une image de la Bible, ce qui prouve que Dieu existe, une image du Coran, ce qui prouve qu'Allah existe. Et en dessous, je n'ai pu résister au plaisir de mettre une photo de ma trilogie de livres qui prouve que Stéphane Maillot existe. Et après, je fais un petit comparatif entre les 3 personnalités. Notamment, je m'étonne que moi, j'ai fait l'effort de lire leurs livres, eux, non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Bon, on va arrêter de dévoiler le contenu de ce 4e volet. Il faut le lire.
Il faut le lire absolument. Et l'acheter. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Alors, on peut le trouver dans toutes les librairies, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, parce qu'on dit toujours dans toutes les bonnes librairies, mais ce qui doit sous-entendre qu'il y en a des mauvaises. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises librairies ? C'est une question. Oui, non, je ne sais pas. Mystère restera entier. Non, on peut les commander, donc en principe, ils sont commandables dans toutes les librairies. On peut les trouver disponibles sur mon site internet, www.stéphanemaillot.fr. Une page Facebook ? Une page Facebook, Stéphane Maillot, auteur, mais on peut les acheter partout et elles sont disponibles chez Gilbert Joseph à Évreux, dans la région. Merci beaucoup Stéphane. Donc on rappelle la sortie de votre livre Humour Noir, le 4e volet de la trilogie. Merci Aurélie. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.